C'est à présent le moment du bullshitomètre. Chaque jour, un expert de marché nous rejoint en plateau pour déconstruire une idée reçue, défaire un préjugé de marché un peu trop facile. Aujourd'hui, Céline Picmal-Prade nous rejoint. Bonjour Céline. Bonjour Guillaume. La présidente de Picmal Houghton Investment. Bienvenue. Votre parole est d'or, parce qu'on va parler de l'or, l'once d'or, effectivement, qui vendredi, on l'a vécu en direct dans BFM Bourse, a franchi la barre des $2000. L'once d'or qui a gagné 7% depuis le 7 octobre. Et du coup, c'est peut-être le moment de vendre de l'or. On l'entend beaucoup cet argument. Vendez votre or parce que les cours ont déjà suffisamment progressé. Vous n'êtes pas d'accord, pour vous, cet argument est bullshit. Le tonnerre gronde, vous foudroyez cette idée, effectivement Céline, selon laquelle il faudrait déjà revendre son or parce que l'once d'or a progressé au-delà des $2000, plus de 7%. Pourquoi c'est pas encore le moment de revendre de l'or ? Oui, en effet, Guillaume, je ne suis pas du tout d'accord avec le fait qu'il faille vendre. Je pense que c'est le moment d'acheter. Je pense que c'est le moment d'acheter tout d'abord parce que l'or, c'est un marché. Et comme tous les autres marchés, il obéit à une règle simple, celle de l'offre et de la demande. Et vous avez d'un côté l'offre d'or, et l'offre d'or stagne ou augmente très légèrement puisque nous n'avons pas exploré d'or au cours des 5 dernières années pour des raisons notamment environnementales. Nous ne voulons pas creuser pour produire plus d'or. Donc une offre contrainte. Et de l'autre côté, vous avez une demande qui progresse. La demande d'or, elle est tirée par 3 moteurs. On a un premier moteur qui est la bijouterie, qui représente 50% de la demande d'or dans le monde. Et du côté de la bijouterie, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que vous avez un gros moteur qui vient d'Asie. Tout simplement parce que en Inde et en Chine, traditionnellement, l'or est considéré comme une réserve de valeur sur le long terme. Donc quand vous vous mariez, quand vous vivez des épisodes heureux de votre vie, vous offrez de l'or. Et l'or donc est vraiment partie constituante de la culture. La Chine et l'Inde représentaient 20% de la consommation d'or en 90, c'est aujourd'hui 50% de la consommation. Oui. Et à horizon 2030, il faut avoir en tête que la Chine et l'Inde vont représenter 2/3 de la classe moyenne mondiale. Donc potentiellement 2/3 de la classe moyenne va naturellement consommer de l'or. Et puis l'autre moteur pour la demande d'or, c'est les banques centrales. Et ce qui s'est passé en février 2022 a eu un impact massif. Vous avez eu les États-Unis qui ont gelé les actifs en or détenus par les Russes. Et bien depuis, on a eu une augmentation massive de la demande d'or de la part des banques centrales dans le monde, et notamment une progression de 383% de la demande d'or pour les banques centrales en 2022. C'est la plus forte hausse depuis 55 ans. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, les banques centrales consomment 25% de la demande d'or, enfin représentent 25% de la demande d'or, et une progression qui est très forte, qui vient de la Chine, de Singapour, de la Turquie. Donc de tout un tas de pays qui finalement se disent, si demain je me réveille et que les États-Unis gèlent mes avoirs, je préfère avoir autre chose, notamment de l'or. Donc les banques centrales achètent massivement de l'or. L'Asie aussi de plus en plus, vous nous l'avez dit, en 2030, l'Asie devrait représenter plus des 2/3 de la classe moyenne mondiale. Et il se trouve qu'en Inde et en Chine, les gens adorent l'or. Bon. Et puis il y a une troisième raison qui fait monter la demande aussi, alors que l'offre ne progresse plus. Vous le disiez, c'est de plus en plus compliqué d'aller trouver de l'or en plus. Il faut de plus en plus d'argent et pour des raisons ESG, on le fait de moins en moins. Il y a une troisième raison qui explique la hausse de la demande. C'est que c'est un actif refuge. C'est ça. Et qu'en ce moment, tout le monde a la trouille, tout le monde a les jetons. C'est un actif refuge et effectivement, l'investissement représente à peu près 1/4 de la demande d'or. Et les investissements de la part de vous et moi augmentent parce que nous avons peur. Nous avons peur d'un contexte géopolitique qui est compliqué et nous avons peur également, parce que nous ne savons pas exactement de quoi demain est fait dans un environnement où vous avez les États-Unis qui sont très endettés, ils ont une dette sur PIB de 120%, vous avez un déficit aux États-Unis de 8%, donc on a véritablement une problématique du côté de la dette aux États-Unis, et quand on a une problématique du côté de la dette, on a peur parce qu'on se dit peut-être que demain, si on est en récession, les États-Unis vont imprimer plus d'argent, et s'ils impriment plus d'argent, on peut se retrouver avec une perte de valeur pour notre épargne, et comme on a peur, écoutez, on investit dans l'or qui lui gardera sa valeur.
Alors juste Céline, pour bien comprendre, c'est quand même l'inflation qui a été le principal moteur de la hausse d'or dans les années 70, 80, 90. L'inflation, elle est clairement en train de baisser. Alors pourquoi on s'intéresse alors maintenant à plus de 2000 $ l'once ? Effectivement, c'est la planche à billets qui normalement pousse à la hausse l'or. Et paradoxalement, nous sommes aujourd'hui dans un environnement où l'inflation baisse. Et on est également dans un environnement où on a vu des taux d'intérêt monter, un environnement dans lequel on a vu le dollar monter. Et pour autant, comme on le disait tout à l'heure, l'or continue à monter. Donc c'est bien qu'il y a quelque chose de différent qui est en train d'avoir lieu en ce moment. Et ça doit être sûrement... Il y a deux raisons auxquelles on peut s'attacher, ou sur lesquelles on peut aller chercher. La première raison, c'est qu'historiquement, l'or monte quand on est dans un environnement récessionniste. C'est-à-dire que quand vous rentrez en récession, du coup, vous allez vendre vos actions, vous allez vendre vos obligations, vous allez vendre les actifs risqués, et vous voulez aller chercher des valeurs refuges. Les valeurs refuges, c'est historiquement l'or, comme on le disait tout à l'heure. Puis il peut y avoir également une deuxième raison. C'est qu'effectivement, l'inflation baisse. Mais les investisseurs n'ont pas l'air d'être totalement convaincus que l'inflation revienne au niveau extrêmement bas que nous avons connu avant 2020, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a une déglobalisation avec des tensions géopolitiques. La deuxième, c'est que nous avons assisté à une hausse des pressions salariales avec des grèves aux États-Unis, des grèves du côté des auteurs, des écrivains de Hollywood en mai, une grève dans les usines automobiles en juillet. Donc on a une pression salariale et puis donc du coup on a une peur de voir l'inflation ne pas revenir au point bas que nous avons connu. Et donc, vous voulez foudroyer cette idée selon laquelle il serait déjà temps de vendre l'or parce que l'or a bien progressé sur les dernières semaines. Vous dites non, c'est beaucoup trop tôt. Ceci dit, c'est un sacré pari là que vous êtes en train de faire. Parce que vous allez contre Warren Buffett lui-même. Extrêmement, oui. Il avait estimé, c'était il y a 15 ans dans un entretien, que l'or, ce sont ces termes, l'or n'a aucune utilité. Quiconque regarde depuis mars doit se gratter la tête pour comprendre le mouvement de ce petit métal jaune, disait Warren Buffett. C'est vrai qu'il y a un côté un peu stupide. C'est tout à fait vrai. C'est vrai que Warren Buffett, pendant très longtemps, a toujours privilégié Coca-Cola à l'or, a toujours privilégié des entreprises qui pendent des œufs, comme il dit, donc qui donnent un coupon et qui ont une utilité pour notre environnement économique. Est-ce qu'il n'y a aucun rendement ? L'or n'apporte aucun rendement ? Il y a pas de rendement pour l'or, mais il y a des rendements pour les minières. Et ce qui est intéressant, c'est que Warren Buffett lui-même, si vous regardez les actifs de Berkshire Hathaway, a acheté du Barrick Gold en 2020. Et c'est une grande première pour lui. Et effectivement, ça veut dire qu'il se passe quelque chose du côté des minières, parce que Warren Buffett change de casquette. Et il y a sûrement quelque chose de très intéressant, notamment sur une minière comme Barrick Gold, c'est que c'est un actif qui est solide. Vous avez à peu près 4% des réserves aurifères qui sont détenues par Barrick Gold. C'est une société qui est très bien gérée. C'est une société donc, qui est un château fort, comme dirait Warren Buffett. Et en même temps, c'est une société qui a de la croissance, puisque vous avez une progression de la production d'or et de cuivre de la part de Barrick qui devait progresser de 30% entre 2022 et 2029. Donc un château qui croît. C'est ce qu'aime Warren Buffett, et ce château, il n'est pas cher. Parce qu'aujourd'hui, vous avez un coupon de 3% pour Barrick, et vous avez une valorisation de 10 fois les profits. Donc c'est à mon avis tout cela qui explique qu'aujourd'hui, un acteur comme Warren Buffett s'intéresse à l'or. Julien. Donc si je vous suis, il faut que Warren Buffett nous écoute et qu'il achète du Barrick Gold. Surtout, en fait, non seulement l'or n'est pas une relique inutile, malgré son absence de rendement, à proprement parler, mais en plus, il faut s'intéresser aux mines d'or. Il faut s'intéresser aux mines d'or, oui. Et je soulignerai également une seule ou pas, parce que vous avez cité Barrick Gold, il faut s'intéresser à l'ensemble des minières et à l'or. Et il faut faire, peut-être, pour faire rêver nos auditeurs, référence à ce qui s'est passé entre 2001 et 2011. En 2001, on avait également un rebond, après la chute de 2000, du marché. On avait une relique barbare, l'or, à laquelle personne ne s'intéressait, alors qu'on s'intéressait encore beaucoup aux sociétés technologiques. Eh bien, entre 2001 et 2011, l'or a fait x7,5, les mines d'or x17,5. Alors, rêvons un peu. Je ne vous dis pas que demain sera la même chose que 2001-2011, mais c'est déjà arrivé par le passé que nous ayons un regain d'intérêt pour cette relique barbare. Bon, et pourquoi pas un ETF or ? Alors, vous êtes gérante active, ça vous embête que je dise ETF, mais un ETF sur l'or, c'est bien aussi. Ce que vous pouvez trouver, mais effectivement quelque chose qui va vous permettre de profiter potentiellement de ce retour d'intérêt pour une relique qui est aujourd'hui très peu présente dans les patrimoines des épargnants. Et bien aujourd'hui, dans un top 10, vous avez forcément du Microsoft. Eh bien, je pense que dans 10 ans, on aura forcément du Barrick.